C'est souvent les entreprises les plus difficiles qui finalement vous satisfont le plus. C'est là où c'est le métier de producteur. C'est quand tu crois en quelque chose et que personne autour de toi n'y croit. Et moi, j'ai plusieurs exemples. J'ai d'abord Lumière et compagnie, il y a longtemps, 95, le 100e anniversaire du cinéma, où il y a un monsieur qui arrive dans mon bureau, qui arrive de l'Institut Lumière, et qui me dit « Madame, nous sommes en train de restaurer la caméra Lumière, nous voulons demander aux cinéastes d'aujourd'hui de faire un film dans les conditions d'il y a 100 ans, c'est-à-dire à la main, sans son synchrone, sans mouvement ni quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes partante ?» J'ai dit « Écoutez, on va le vendre pour le 100e anniversaire. » Nous étions au mois de janvier, il fallait livrer en décembre. Toute mon équipe m'a raconté qu'ils étaient sur le trottoir en bas en disant « Fabienne, tu ne peux pas y aller, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. » On y est arrivé. Now, a centennial celebration brings together 40 short films. Évidemment, tous les ministères, le CNC, tout ça nous avait dit non, on s'était débrouillé tout seul. Je dois dire, financé par Canal et par Arte. À l'époque, le patron du cinéma de Canal, vous allez vous souvenir de son nom, m'avait dit « Fabienne, si tu ne me livres pas au mois de décembre, je te préviens, je romprai le contrat. » Ok, confiance dans la jeune productrice, pas si jeune que ça d'ailleurs. D'abord, je suis très contente parce qu'on a produit David Lynch et tous ces gens-là, et que d'un jour, David Lynch a appelé au bureau en disant « Est-ce que je peux mettre… » ça s'appelait Lumière et compagnie dans ma filmographie, mais M. Lynch, ne vous gênez pas du tout. Et un jour, j'ai vu le flyer de Zhang Yimou à Cannes, il y avait Lumière et compagnie, ça fait 1 minute, hein, ok, bon. Mais alors, ce qui était drôle, c'est qu'à la fin, on l'a évidemment passé sur les chaînes coproductrices, et je les en remercie, mais le ministre de la Culture voulait faire un événement pour l'anniversaire au mois de décembre 95. Ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus quoi mettre, et tout à coup, ils se sont souvenus qu'il y avait un film qui était en train d'être fait. Alors, ils ont fait une grande soirée avec un écran géant sur la place du Trocadéro, on gelait complètement. Bon, nous avons été récompensés, non pas par des appuis financiers, mais en tout cas par une certaine forme de prestige. Bon, ça, et aujourd'hui, ça continue à circuler dans les facultés, les universités américaines et tout. Donc, c'est un objet complètement à part que je suis très contente d'avoir produit. Ça, c'est la première chose. Gathered from locations around the world and brought together in one unprecedented international film. Deuxième chose, l'affaire de Clichy-sous-Bois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces 2 gamins qui ont couru, poursuivis par la police, et qui sont morts dans une centrale EDF. Il se trouve que Jean-Pierre Mignard, l'avocat de ces familles, est un ami, et que je vois qu'il publie un bouquin. Je saute sur le bouquin, il faut faire quelque chose. J'ai essayé d'en faire un film de cinéma avec un grand metteur en scène, et je voulais, on est en 2006, puisque les événements datent de décembre 2005, le livre sort en Pâques 2006, et les élections sont en 2007. Et je dis, il faut que ça sorte avant les élections. Et ce monsieur me dit, Fabienne, un film de cinéma, ça prend du temps et tout, donc je me suis dit, on va faire un film de télé. Arte est venu tout de suite, j'ai pris Marc Herpoux comme scénariste et Philippe Tribois, et on est parti comme un commando. Et je vais vous dire, c'est une expérience extraordinaire, parce que sur la table de montage, on n'a pas le temps de discuter. Enfin, on discute quand même, mais tu vois, allez, il faut y aller. Et on a fait ce film en 6 mois, entre le moment où j'ai acheté les droits et où on l'a livré. Et c'est passé sur Arte avant les élections. Et mon autre grande fierté, jusqu'à présent, parce qu'il va y en avoir encore, je peux vous dire, c'est la Commune de Paris. C'était donc le 150e anniversaire de la Commune de Paris en 2021. Donc, très en amont, je suis partie sur de la fiction, avec Le Cri du Peuple. Je suis arrivée dans une chaîne où la personne qui s'occupait de la fiction, qui avait lu le livre, ce qui est tout à fait honorable, me dit « Fabienne, il y a un problème. » En plus, j'étais venue avec un grand metteur en scène bien connu. « Il y a un problème, il n'y a pas assez de femmes et c'est trop violent. » Alors, je dis « Écoute, les femmes, on peut les rajouter, c'est pas un problème. La violence, on va pas l'enlever parce que c'est quand même l'histoire de la Commune de Paris. » Ok, bon. Donc, je suis toute seule, je ne sais pas quoi faire, et un matin très tôt, car je suis réveillée très tôt, j'entends un papier sur Radio France, comme on dit un papier, un reportage sur un garçon qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Les damnés de la Commune, à partir des gravures de l'époque.
me fait tout de suite donner le livre, j'appelle le garçon, j'arrive, j'ai un beau jeune homme aux yeux bleus, tout à fait gauchiste, faut pas trop parler politique avec lui, qui vient dans mon bureau, je lui dis « Monsieur, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un film, j'en rêve, etc. » Et donc j'ai d'abord financé un petit bout de ces gravures animées. Je ne sais plus, 3 minutes, 5 minutes, je ne sais plus. Et je vais voir Arte avec ce petit film, et je dis, il faut faire ça pour l'anniversaire de la commune. Et ils m'ont dit oui. Alors après, ils ont comme toujours dit des trucs, des bémols, mais tout, ils ont dit oui. Et on est parti. Et alors là, Raphaël Messan, pour ne rien vous cacher, l'auteur de ces 3 BD, arrive dans mon bureau et me dit, Fabienne, je veux réaliser. Mais Raphaël, tu n'as jamais rien fait. Mais je veux réaliser. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais je t'entoure. Je t'entoure d'un scénariste, d'un monteur, de tout le monde. Tu nous écoutes, Raphaël, on t'épaule. Tu ne peux pas le faire tout seul. Ok. Mon équipe me dit, tu es folle. Tu es complètement folle, il n'a jamais rien fait. Je dis, je n'ai pas le choix. Parce qu'on avait une date de livraison pour l'anniversaire et que n'importe quel réalisateur, il aurait mis 3 mois à rentrer dans l'histoire de la commune, à savoir quelles étaient les gravures qu'il fallait prendre et tout. Je n'avais pas le choix. J'ai dit, j'ai pas le choix. Il faut faire confiance, il faut y aller. Et on a fait un film qui est formidable, dont on m'a raconté que le directeur de la programmation de Strasbourg, quand il a vu le film arriver, donc c'est du noir et blanc, de l'animation et la Commune de Paris que personne ne connaît, le directeur de la programmation a dit, mais a dit aux équipes de Paris, qui m'ont beaucoup soutenu, vous n'allez quand même pas mettre ça en prime time. L'équipe de Paris, Bruno Patino, Fabrice Puchot et tous, ils ont tenu bon, on a été en prime time, on a fait 1,8 million le premier soir, et après on a fait plus d'1 million sur le replay. Bon, ça c'est des fiertés, ce que je vous dis, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on devient productrice ? Alors, je suis devenue productrice petit à petit. J'avais un certain rapport au monde et à la collectivité, disons, voilà. Et j'aurais peut-être un peu parce que j'arrive de cette famille, mais surtout parce que j'avais une jeunesse assez engagée et que je ne voulais pas me percevoir toute seule dans mon coin avec ma propre carrière. Donc j'ai eu envie d'être journaliste à un moment, mais je me suis dit, il y en a suffisamment chez les Servan-Schreiber, ça suffit comme ça. Et l'autre chose qui m'a motivée, c'est que j'ai vécu avec un merveilleux intellectuel tombé en politique qui s'appelait Henri Weber et que j'ai eu le privilège de dîner à la maison avec des grands philosophes, des grands sociologues, des personnalités extraordinaires qu'on ne voyait pas à la télévision, sauf avec un petit bout d'interview si vous voulez. Et je me suis dit, mais il faut les amener à la télévision. Parce que la télévision à l'époque était tenue par des journalistes, dirigée par des journalistes qui avaient une forme de précaré quand même, tu vois. Donc je l'ai fait en partie, ça a été mes motivations de départ. Fondamentalement, j'ai eu envie de défendre la place des femmes, bien avant là où nous en sommes aujourd'hui, et j'avais envie de défendre la place des minorités sur les écrans. La reconnaissance de votre boîte de production, c'est beaucoup plus simple pour vous, ou est-ce que vous avez toujours beaucoup d'obstacles lorsque vous décidez de produire un projet ? Ça a été difficile. J'ai des scènes incroyables à raconter, quoi. Allez-y. Je me souviens que quand on a fait 6e gauche, comme ça avait très très bien marché, j'ai dit on va faire la suite. On a fait la suite avec les mêmes comédiens, ça s'appelait Fruits et légumes parce que nos personnages travaillaient dans, vous savez, les petites boutiques arabes, là, les petites épiceries arabes du coin de la rue qu'on a tous dans nos quartiers, quoi. Et donc je rame pour faire la suite et je me trouve devant un nouveau patron de chaîne, dont je ne citerai pas le nom, qui me dit, quand je viens devant lui et que je défends encore, voilà, on va faire la suite, ça a marché, etc. Il me dit, ah, ça c'est un héritage du président qui venait de sortir. Et je lui dis, non, c'est pas du tout l'héritage de ton président, c'est moi qui ai voulu cette chose-là et c'est moi qui viens t'emmerder. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi avec tes immigrés ? Tu te rends compte, je te jure. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi et de tes immigrés ? Je dis, ben... non, on en a vu quelques-unes. Mais c'est bien, on y arrive quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit on continue ? Ben, on continue parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, si vous voulez ? Non, mais si on est là, c'est pour ça. Moi, j'ai un sens aigu de la responsabilité. Bon, comme j'ai déjà dit, je viens d'un milieu très privilégié. J'ai eu une enfance très privilégiée.
Je pense que quand on a beaucoup reçu, on essaie de donner, comme disaient même les curés. Bon, voilà, donc, et aujourd'hui où la planète ne va pas très bien et où la société française ne va pas très bien, je pense que quand on est dans la communication, c'est-à-dire qu'on soit dans des radios, dans des journaux, dans des internets ou dans des télévisions, on a chacun une responsabilité. Parce qu'on a la chance d'être dans ces métiers-là et qu'on a la chance de pouvoir dire des choses. Alors, il ne faut pas faire que ça. Un producteur, c'est comme un éditeur. Vous faites des livres de philosophie et des livres de cuisine pour pouvoir financer vos livres de philosophie. Donc c'est vrai que je ne fais pas que des choses engagées, il ne faut pas exagérer. Mais si au milieu de toute la production, on arrive de temps en temps à faire passer une œuvre qui compte, ça fait plaisir. Vous devez recevoir énormément de projets. Qu'est-ce que vous écoutez ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous dites celui-là, j'ai envie d'y aller? Il y a forcément plusieurs facteurs ou plusieurs arguments. Quelquefois, il y a le sujet. Quelquefois, il y a la personne avec qui j'ai envie de travailler. Quelquefois, il y a la petite étincelle où tu te dis on est en avance, on a raison de traiter cette chose-là. Enfin, c'est très varié. Franchement, c'est très varié. Mais ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui, c'est quand même, et que tout le milieu ne comprend pas, parce que tout le milieu, c'est très large, c'est qu'il y a des sujets qu'on ne peut traiter qu'avec certains auteurs. Et que beaucoup d'auteurs croient qu'ils peuvent manager une série de 6 fois 52 minutes. Alors, ils peuvent, mais il faut qu'on les accompagne beaucoup, qu'on travaille beaucoup et tout. Il y a une telle exigence maintenant sur le marché que les auteurs capables de mener à bien des séries de grande qualité, de grande ambition, pardon, je ne trouve plus mes mots, ne sont pas si nombreux. En même temps, beaucoup rentrent dans la course. Il ne faut pas croire que ce soit fermé. J'ai bien vu des écuries de scénaristes qui ont pris des jeunes qui sont devenus eux-mêmes des grands scénaristes qui reprennent des jeunes. Donc il y a du mouvement, il y a du flux, si on peut prendre ce nom. Mais quelque part, c'est l'âge d'or des scénaristes, parce que tout le monde cherche des scénaristes, et c'est tant mieux pour eux, et beaucoup travaillent, et de tous les âges. Hein. Je vois des jeunes qui font des carrières fulgurantes, et en même temps, le niveau d'exigence des séries est devenu énorme. Et les diffuseurs le savent, et vous le demandent. C'est un âge d'or des scénaristes. Pour le réalisateur, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est compliqué cette histoire. C'est compliqué parce que, effectivement, du fait de mon âge, j'ai vu toute une génération de réalisateurs qui ne travaillent plus. Et certains, même moi, je ne me sens pas capable de les faire travailler. Je pense qu'il y a enfin, il ne faut pas généraliser, mais je pense qu'il y a certains réalisateurs, je dis plutôt réalisateurs, parce que les femmes travaillaient peu à l'époque, qui ne se sont pas beaucoup remis en question. Alors après, si tu veux, tu as aussi l'adéquation entre l'unitaire et les séries. Tu as des réalisateurs qui peuvent être des formidables réalisateurs d'unitaire, tu n'es pas sûr de leur donner des séries à faire, parce qu'il faut aller beaucoup plus vite, parce qu'il faut avoir dans la tête 6 épisodes d'un coup. C'est pas facile, tu vois. Donc il y a des étiquettes, il y a des difficultés. Après, tu as les séries à caractère international où tu n'as accès qu'à certaines personnes qui d'abord sont capables de faire et ensuite rassurent aussi le marché et rassurent les partenaires étrangers. Donc c'est pas facile. Après, tu as quand même des réalisateurs qui sont en France très gourmands, avec des agents derrière qui poussent bien et qui quelquefois prennent pour eux et pour leur salaire beaucoup de sous par rapport au budget. Donc ça fait beaucoup de choses très compliquées, si tu veux. M6 a commencé à prendre même des réalisateurs canadiens, des choses comme ça, qui... Après, moi, la différence de qualité, très honnêtement, soit dit sans polémique, ne me sautait pas aux yeux, mais là... Parce que ce sont des faiseurs. Bon, on attend quand même d'un réalisateur autre chose que d'être un presse-bouton, ça c'est clair. Mais on n'est pas non plus obligé de faire du cinéma d'auteur dans les séries, tu vois, comme c'est difficile. Donc on navigue entre tout ça, quoi. Avec les années, vous avez développé un flair, c'est-à-dire ça vous est arrivé de ne pas miser sur quelqu'un que la situation le révèle comme étant finalement un très bon réalisateur, ou est-ce que quelque part vous vous trompez rarement? Oh là là, on se trompe tous.
Moi, je réponds, on se trompe tous. Je me suis trompée souvent. Quel est votre plus grand échec en production ? Écoutez, dans tous les films que j'ai faits, il y a en tout cas un documentaire que je ne revendique absolument pas. Malheureusement, bon, je pense qu'il est raté, mais c'est pas beaucoup sur tout ce qu'on a fait. Ça, c'est pour les docs. Ça peut être les projets qui ne se font pas, les échecs aussi, auxquels on croit, auxquels on alors travaille ça, pendant oui. des Alors ça, il années, y en a eu, dans l'adversité et dans l'ombre. Il faut que vous me laissiez réfléchir. La mémoire occulte. Non, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore réussi à faire, mais je vais continuer. Donc, j'ose pas en parler, je vais revenir à la charge un jour. Oh là là, il y en a des histoires à raconter. Le plus gros échec. Je peux vous raconter une histoire, en tout cas, qui est un roman dont j'avais pris les droits. C'était, entre autres, Chabrol et un scénariste très connu, dont évidemment j'oublie le nom, qui m'avait dit prends les droits du livre parce que Claude Chabrol veut le faire. Et j'avais dit mais Claude est en contrat d'exclusivité avec Marine Karnitz. Mais non, il va se débrouiller, On prend les droits, le scénario est fait. J'essaye pendant déjà pas mal d'années. Finalement, Claude me lâche parce qu'évidemment, il avait un contrat, donc on m'avait déjà raconté des choses à main. Et après, je suis allée voir toutes les chaînes et au bout de 13 ans, je l'ai vendu. Au bout de 13 ans. Donc, j'ai jamais lâché. Et il a eu l'audience, les festivals, les prix, même ici, je crois, et la presse. Il a tout eu. Ça s'appelait Villa Marguerite et c'était formidable. Pour vous dire qu'il ne faut jamais abandonner. C'est pour ça que, comme vous me demandez mes échecs, il faudrait que je vois ce que j'ai abandonné. C'est toujours ce que j'ai dit à les jeunes. J'ai dit la seule qualité importante de la production, c'est la ténacité. Le reste, vous pouvez toujours vous débrouiller, mais ne lâchez jamais. C'est vrai, vraiment, c'est incroyable. D'ailleurs, je sais pas, je me souviens, Fatou la Malienne, quand je l'ai vendue, Nicolas Traube m'a d'abord dit non. Et donc, ça s'appelle « Vous sortez par la porte ». Et je suis rentrée par la fenêtre. J'ai dit « Nicolas, tu ne peux pas me dire non ». On a fait des histoires de familles venant d'Afrique du Nord. Maintenant, il faut faire des familles africaines, enfin d'origine africaine, parce qu'ils sont français. Et hop, il m'a dit oui. Bon, ça a été un succès incroyable. On a fait 8,5 millions à l'époque, 8,5 millions. Et je me souviens de l'équipe qui arrivait, parce que comme toujours, il y avait des changements à France Télé, qui était comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi C'était que l'histoire d'une famille africaine. Bon, et bien ça a incroyablement marché. Donc, voilà, c'est tout. C'est la ténacité.